Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à la conférence annuelle du Master 2 Médias numériques du CELSA. Donc, cette conférence a lieu chaque année et a pour but de nourrir une réflexion autour du numérique et d'être également un lieu d'échange entre étudiants, professionnels et chercheurs. Donc, cette année, pour produire cette conférence, nous nous sommes associés au Cube que Clément va vous présenter. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous au Cube ce soir pour cette conférence coproduite avec les étudiants du CELSA, du M2 Média et Numérique. Et au fond, c'est tout naturel, évidemment, de vous recevoir. Pourquoi? Parce qu'au Cube, nous croisons les arts numériques, la prospective et l'éducation pour éveiller, accompagner nos publics sur les problématiques et les enjeux du numérique. Peut-être, pour illustrer tout cela, puis-je vous présenter très rapidement le plateau qui nous sert ce soir. Vous voyez ici des œuvres de Tom White, qui est un artiste néo-zélandais qui, on va dire, produit ses œuvres de manière tout à fait classique, puisque c'est de la sérigraphie, mais les conçoit grâce à des programmes d'intelligence artificielle. À l'origine, Tom White souhaitait globalement chercher une abstraction dans les représentations des intelligences artificielles qui ont souvent cette esthétique un peu filandreuse, un petit peu liquide, on pourrait dire, et a conçu, on pourrait dire, une nouvelle classe d'intelligence artificielle qu'il appelait les Perception Engines, qui travaillent à partir de bases de données tout à fait classiques, mais qui créent, et c'est là où l'on s'amuse, qui créent des images qui du coup sont abstraites pour les humains, vous le voyez derrière moi, mais signifiantes pour les machines. C'est-à-dire que ici, par exemple, vous ne reconnaîtrez pas le ventilateur électrique qui se cache derrière cette abstraction rose. Eh ben, les algorithmes de modération de Facebook, Google, Twitter, eux, le feront. Donc si vous voulez jouer un petit peu au jeu des devinettes ce soir, c'est possible. En tout cas, effectivement, au-delà de la modération, qui est un des grands enjeux de l'humour, tout de même sur Internet aujourd'hui, c'est vrai que l'humour sur Internet semble écartelé. Autant il est omniprésent, mais il y a de nombreuses voies possibles. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'infotainment, c'est-à-dire que l'information, la médiatisation, se doit d'être rigolote, fun, ludique, pour qu'elle puisse passer. À côté de cela, il y a la culture du mème, plus ou moins politique, mais tout de même aussi importante. Puis les trolls qui reviennent poser la question de ce débat un petit peu tarte à la crème, mais ancien, peut-on rire de tout, d'autant plus avec les trolls quand c'est public, ça pose de nouvelles questions. Bref, effectivement, on est en plein dans la ligne éditoriale du Cube, et c'est une véritable joie de vous accueillir ce soir. Pour traiter des enjeux de l'information, de la circulation, notamment à travers son vecteur de l'humour. Si tout cela vous plaît, nous vous invitons aussi à venir nous voir. Nous avons une saison qui s'appelle « Nous les robots » cette année, et donc qui se posera la question des enjeux d'une humanité de plus en plus automatisée, d'une robotique de plus en plus humaine, on pourrait dire, par certains aspects. Merci beaucoup de votre présence, merci de votre organisation. Bravo pour le line-up, tout cela s'annonce absolument passionnant, et bienvenue. Merci beaucoup Clément et merci à toute l'équipe du Cube de nous recevoir et aussi de nous avoir épaulés tout au long de ce projet. Donc en effet, comme l'a évoqué Clément, cette année, nous avons choisi de nous intéresser plus près à l'humour, puisqu'en effet, celui qui se présentait comme une arme politique cinglante est devenu, notamment avec l'essor d'Internet, un mode de communication largement mobilisé, presque omniprésent dans chacun des discours, qu'ils soient publicitaires ou alors politiques. Et finalement, cette dimension militante de l'humour est presque remise en question. C'est pour ça que nous avons choisi de poser cette question. La culture LOL signe-t-elle la fin d'un humour engagé ou est-elle un nouveau terrain du jeu militantisme? Quelles sont en fait les stratégies militantes qui se cachent derrière l'usage de l'humour? C'est toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir à travers différentes prises de parole, notamment à travers une table ronde animée par Inès Edel Garcia. Mais avant cela, et pour introduire cette table ronde, nous avons le plaisir d'entendre Thierry Devars, qui est maître de conférence au CELSA. Ses recherches et enseignements portent sur l'histoire des médias et la communication politique. Il s'est notamment intéressé à la relation entre rire et vie politique. Et donc, M. Devars nous fait l'honneur d'introduire cette conférence pour nous permettre de comprendre les origines du rire militant et l'émergence de son usage sur Internet. Donc, tout au long de cette conférence, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, puisqu'il y aura un temps d'échange qui est prévu à la fin de la table ronde. Et je laisse tout de suite la parole à M. Thierry Devars. Merci beaucoup pour cette introduction, merci beaucoup pour l'invitation qui m'est faite d'introduire cette table ronde, la culture du LOL, du rire aux armes, et de proposer quelques éléments de cadrage, de mise en perspective, en rappelant tout d'abord l'omniprésence des pratiques médiatiques de dérision en contexte démocratique.
en rappelant que le rire constitue un baromètre de l'état de santé des démocraties contemporaines, pour reprendre les mots de Guillaume Pinson et Marie-Ève Terranti. Le rire contemporain s'inscrit dans le cadre d'une sphère publique hyper médiatisée qui sera comme un catalyseur expressif. De la même manière, le rire revêt une fonction politique qui nous invite à penser les relations de pouvoir qui structurent la vie en société, qui structurent le collectif. Alors, passé ces remarques introductives, qu'est-ce que peut signifier la culture LOL ou la culture du LOL ? La culture du LOL, c'est, pour reprendre les mots d'une chercheuse qui s'appelle Laurence Allard, une culture du second degré, ou une remix culture qui va marquer le règne de l'ordinaire. La culture LOL répond à l'injonction expressive des réseaux socio-numériques, s'inscrit dans la banalité des pratiques de dérision, où il s'agit de rire au quotidien, mais également de rire du quotidien. La culture LOL est également marquée par un rire en réseau, qui fait qu'on va passer d'une culture d'initié à une culture beaucoup plus grand public. Ce qui va être intéressant, c'est cette rencontre entre la culture du LOL, liée au quotidien, et le champ politique. On observera ces dernières années un renouvellement des pratiques de dérision politique, qui opéreront par la mobilisation des ressources spécifiques des cultures digitales, par ce que Laurence Allard appelle une démultiplication participative de contenus politiques sous couvert de distanciation comique. Cette culture du LOL, elle est certes inédite, mais elle va aussi perpétuer des mécanismes classiques de la dérision, à savoir l'incongruité, l'outrance ou encore la prolifération, à l'image des mèmes. La culture du LOL est certes importante, mais elle constitue un avatar parmi d'autres du rire politique en contexte médiatique. On peut observer une multiplicité de formes de rire et de dérision politique dans la sphère publique médiatique. La culture du LOL va perpétuer, sur le plan numérique, des formes anciennes et reconnues de dérision, à l'image de la caricature, de la satire ou de la parodie. Quelques éléments de cadrage qui pourront servir à éclairer les échanges de la table ronde. Le rire politique, ou le rire de façon plus générale, s'appuie sur un triangle. Un triangle constitué des rieurs et des rieuses, de leurs complices et d'inévitables cibles. Le principe de ce triangle est un principe de connivence, un principe de complicité qui va définir les règles du jeu. Le rire en relation avec le pouvoir revêt une fonction sociale. Il s'agit de contester, de défier le pouvoir, mais également de rappeler perpétuellement la norme. Rire, c'est le rappel de la norme. Deux éléments peuvent être intéressants à noter sur le plan médiatique et sur le plan du rire, c'est qu'on peut observer deux types de rire. Le rire de représentation et le rire de communication. Le rire de représentation, il va de soi dans nos sociétés qui sont marquées par la saturation des écrans, la saturation des spectacles. La représentation politique constitue à cet égard un matériau propice à la dérision. Le rire de communication va reposer, je l'ai dit, sur une dimension ludique et complice, sur un ensemble de connaissances et de références partagées, sur la force du collectif. Le rire de communication va constituer un catalyseur de la dérision. Le rire de communication, c'est également, en contexte numérique, le plaisir grégaire de l'imitation et de la prolifération, à l'image de nombreux mèmes. Comment mettre en perspective cette culture du LOL, cette culture très contemporaine qui a une dizaine d'années ? Rappelons peut-être que la culture française s'inscrit dans la continuité d'une tradition satirique. Tradition satirique qui naît après la Révolution française, avec une dimension excluante et qui va cibler le pouvoir politique. Cette tradition satirique, elle a peu à peu cédé sa place ou cédé de la place à une culture humoristique fondée quant à elle sur une dimension beaucoup plus inclusive. Autre élément intéressant, le XIXe siècle revêt une dimension médiatique forte avec l'industrialisation de la presse qui va faire la part belle à la caricature et au registre parodique. Ce qui peut être intéressant d'interroger, c'est cette façon dont les industries médiatiques
ont quelque part fait passer d'un esprit de dissidence à un esprit de normalisation du rire politique. Cette conversion peut être intéressante. La culture du LOL, elle est intimement liée à une dimension donc parodique, à une dimension d'opposition, de contre-pouvoir à l'autorité politique, à un plaisir grégaire et cathartique. Il est toutefois question de savoir quelle est finalement la portée subversive de ce rire en relation avec le pouvoir politique. Le rire contestataire, le rire politique s'inscrit non plus en effet en marge du pouvoir, mais à l'intérieur même d'un système social, politique et économique susceptible d'être réprouvé. Je terminerai par une question. Que deviennent les revendications portées par le rire politique quand le rire devient majoritaire et constitue un pilier de l'ordre social et culturel? Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Thierry Devars pour ces éléments de cadrage. On comprend un petit peu mieux les enjeux donc, qui tournent autour de ce rire politique et en même temps voilà, les évolutions qui ont accompagné ce rire à l'ère du numérique. Je rappelle donc à toutes celles et ceux qui nous suivent en ligne que vous pouvez encore rebondir sur la prise de parole de Thierry Devars, mais aussi sur toutes celles qui suivront par la suite en posant des questions sur le chat, comme l'a expliqué Alix en début de conférence, des questions auxquelles nous répondrons en fin de conférence, dans un temps de questions-réponses qu'on vous a réservé. Donc n'hésitez pas à intervenir. Mais pour l'heure, donc, je vous propose tout de suite de poursuivre notre réflexion sur la dimension subversive du rire avec nos invités ici présents. Alors, autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Lorraine Boudard. Bonjour Lorraine. Bonjour. Alors, vous êtes autrice et enquêtrice pour Arte et DataGueule. Et vous avez cofondé Courriel, qui édite deux newsletters, Tech Trash, qui s'amuse donc à tourner en dérision le monde de l'entreprise, à le critiquer, et Climax, ou Climax, qui s'attaque au greenwashing. À vos côtés, on a Thibaut Grison, plutôt à mes côtés. Bienvenue Thibaut. Bonjour. Donc vous êtes doctorant au GRIPIC, le laboratoire de recherche associé au CELSA. Et votre travail de recherche porte sur les discriminations algorithmiques plus précisément. Et vous avez par le passé réalisé un mémoire sur les discours « On ne peut plus rien dire ». On y reviendra un peu plus précisément dans cette conférence. Et enfin, donc, au centre, Sébastien Liébus, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes auteur et cofondateur du Gorafi, un site d'information qu'on ne présente plus, un site d'information parodique qui met en lumière certaines absurdités. Ça dépend, il y a quelques jours encore sur Twitter, j'ai vu un auteur, un écrivain qui disait, dont le tweet était qui se souvient du Gorafi, entre parenthèses, ne trichez pas. C'est possible que plus personne ne se souvienne du Gorafi. En tout cas, voilà, un site d'information parodique qui a tendance à mettre en lumière un peu toutes les absurdités qui circulent dans le monde de l'information. Alors, on ne va pas revenir sur l'utilité du rire, ni sur les points peut-être de convergence et de divergence entre humour en ligne et hors ligne, parce que je crois que Thierry, quand même, l'a un petit peu esquissé. En revanche, j'aimerais, dans un premier temps, vous faire rebondir sur la question centrale de cette conférence, à savoir, voilà, est-ce que la généralisation du second degré, de l'ironie, dans les contenus en ligne plus précisément, est le signe finalement d'une forme de désengagement, ou alors pour le dire autrement, est-ce que c'est pas la preuve que l'humour a peu à peu perdu son caractère subversif? Peut-être Thibaut, pour commencer. Voilà. On commence par une question bien générale. Merci. Non, je rigole. Alors, je dirais que moi, je commencerai par dire d'abord que l'humour en soi a toujours été subversif parce que l'humour fonctionne quand il joue avec les normes. Et donc, du coup, quand il joue avec cette norme et qu'il est subversif, c'est là qu'il fonctionne. Alors, pour reprendre sur le début, sur l'humour en ligne, hors ligne, moi, j'y vois pas tant de différence, sinon juste des canaux d'expression différents. Je trouve que c'est peut-être aussi une bonne chose si l'humour n'est pas réservé qu'à une classe de personnes, qui soient stand-uppers ou alors caricaturistes dans les médias, ou en tout cas que
la méthode, enfin le fait de faire de l'humour, soit démocratisé entre guillemets. Et voilà, mais j'insisterai juste sur ce caractère subversif qu'a toujours eu l'humour en fait. En tout cas, l'humour ne s'est pas dépolitisé, c'est pas le signe d'un désengagement, pour vous, au contraire. Non, au contraire, c'est plus d'ailleurs quand l'humour s'assume subversif et engagé, je pense qu'il a une force militante. Peut-être Lorraine, pour rebondir. Oui, bah, ça me parle déjà tout ça. C'est vrai que nous, donc chez Climax ou Tech Trash, en fait, on se revendique pas nécessairement de ce qu'on appelle la culture LOL, de ce qu'on a un peu mentionné tout à l'heure, mais plutôt de la satire. Et la satire, en fait, elle est par essence politique, je pense. Euh, et elle consiste finalement à taper sur les plus gros, donc que ce soit les hommes politiques ou les patrons d'entreprise. Et donc je pense que par essence, effectivement, il y a une démarche qui est militante en ce sens. Et c'est vrai que nous, on considère, ou du moins on utilise l'humour comme une forme de catharsis pour toute une forme de jeunesse qui est un peu désabusée face à l'offre politique, face à la non prise en question des enjeux climatiques, face au contexte économique actuel. Et donc, on essaye modestement d'offrir une soupape de décompression. Mais oui, je pense que, au contraire, en fait, dans la satire, il y a une forme, non pas de désengagement, mais je pense qu'elle peut être très mobilisatrice, en fait, la satire, et qu'elle peut pousser à une forme d'engagement. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est ce en quoi on croit. Donc voilà. Donc je ne crois pas à ce désengagement politique qui serait du fait de l'humour. Sébastien Libus. Tout pareil. C'est vraiment mot pour mot, en fait. Tu avais pris mes notes, en fait, je crois. Ah oui, bah oui, j'avais regardé. Ouais. Non, mais c'est tout ce qu'elle dit et c'est tout à fait vrai. Enfin, Alors, il n'y a rien de plus à rajouter. Très bonne présentation. Lorraine, vous évoquez l'humour militant. Est-ce qu'il faut faire le distinguo entre l'humour politique et l'humour militant? Peut-être Thibaut ou Lorraine, vous pouvez réagir. C'était plutôt Sébastien qui avait quelque chose à dire sur ça, je crois. Nous, on ne fait pas d'humour militant parce qu'en fait, si on était purement dans l'humour militant à vouloir. Et quand je pense militant, je pense plutôt encarté, vous voyez. Mais si on devenait comme ça, je pense on deviendrait vite chiant. On deviendrait donneur de leçons. Et on a un public assez large, tout le monde nous lit, nous apprécie. Des fois, on peut avoir des articles qui vont faire grincer les dents à droite, à gauche, ou centre droit, centre gauche. Mais si on était uniquement à taper toujours sur la même personne, je pense qu'on deviendrait vite chiant. Et on a fait récemment, par exemple, des articles sur Anne Hidalgo qui sont d'une violence inouïe parce qu'on est en colère par rapport à ce qui est en train de se passer, de voir cette gauche qui est en train de se déchirer avec ses 535 candidats, 536 pardon, depuis tout à l'heure. Et ça nous révolte et on a envie de taper du poing sur la table. Et on a fait je crois qu'on en a fait 3 ou 4 et qui résument en fait ce sentiment de se dire écoutez, rassemblez-vous, quoi, faites quelque chose parce que là, c'est triste en fait. Donc voilà, on a fait des articles sur la droite, sur l'extrême droite. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand on fait ce genre d'article, il y a rarement des réactions en genre ah, comme par hasard, vous tapez sur. Ça, les seules personnes qui râlent quand on fait un article sur leur candidat, c'est Éric Zemmour. Et là, pour le coup, dans les commentaires, c'est ah, le Gorafi devient politique. Ah, je le savais. C'est des gens qui ne savent pas que la satire de base est politique. Donc techniquement, le Gorafi est politique depuis 2012, depuis sa création. Mais c'est marrant qu'il y a vraiment une frange de la population des lecteurs pour qui, dès qu'on tape sur ce candidat-là, on dépasse une limite, on franchit une ligne rouge. On devient politique. Et politique au sens gros mot du terme. Vous, Thibaut Grison, vous employez plus volontiers peut-être le terme d'humour militant, non? Oui, parce que je pense qu'on a tendance à associer ou à confondre presque le militantisme à quelque chose de partisan, enfin, qui relève du parti, alors qu'effectivement, on peut faire de l'humour qui ne relève pas du parti, enfin de tel parti, ou quand on n'attaque pas à tel parti, ou on ne défend pas tel autre, etc. Mais je pars du principe que l'humour est nécessairement politique et d'une forme de militantisme, en fait, dès lors que on dénonce quelque chose et on le fait depuis une position, depuis une posture. Et en fait,
peut-être que l'humour de droite n'est pas le même que l'humour de gauche pour entrer dans l'humour partisan, mais en tout cas, moi je pense qu'il y a un humour LGBT, il y a un humour des communautés antiracistes, mais comme il peut y avoir un humour facho par exemple, ou autre. Donc oui, en tout cas, on peut le politiser. Il peut être politique, politisé et militant. Mhm. Et pratiquer justement un humour militant assumé, est-ce que ça n'appauvrit pas justement la fibre, le ressort comique de cet humour? Est-ce que ça ne décrédibilise pas? Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, ça lui donne de la force parce qu'il s'assume comme tel. Et puis en plus, parfois, faut pas oublier que les personnes qui pratiquent cet humour-là, notamment en ligne, n'ont pas forcément le choix en fait d'être excluants. D'abord, tout simplement parce qu'on ne cherche pas à rire avec son ennemi, mais aussi parce qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a des contraintes des dispositifs, notamment des dispositifs de modération avec tous les algorithmes en fait, qui fonctionnent par reconnaissance automatique et qui ciblent certains mots-clés. Donc, par exemple, l'humour peut être une stratégie pour faire exister son message tout en permettant qu'il ne soit pas repéré par les plateformes. Et donc, pour citer un exemple concret, je parlais des communautés LGBT en ligne tout à l'heure. Il y a ces communautés-là, elles écrivent par exemple le mot PD avec un P et l'emoji D, ce qui veut du D, donc du D à jouer, ce qui peut avoir un ressort humoristique souvent dans la phrase, mais il y a aussi derrière un enjeu de reconnaissance pour les communautés facho. D'ailleurs, c'est un peu la même chose où on va utiliser donc cet anagramme, j'ai envie de dire, où ces deux chiffres, le 8 et le 8 à côté pour faire hate, hate, 8 et donc Hi Hitler, et donc pour pas être reconnu par l'algorithme. Il y a aussi un dernier, et puis après j'arrête, mais il y a aussi beaucoup de communautés qui diffusent de la pornographie infantile en fait avec deux emojis, un peu surprenant au début, et d'ailleurs c'est une blague qui les fait rire, avec l'emoji du fromage et l'emoji de la pizza pour faire cheese pizza et donc child pornography. Donc voilà, c'est très subtil, mais derrière il y a un autre enjeu, voilà. Et après effectivement ça fait rire que, mais en tout cas la stratégie est efficace parce que le contenu est diffusé, est diffusable, et du coup en plus de ça on peut consommer ce contenu qu'entre nous, quoi. Mhm. Alors là, c'est intéressant ce que vous soulevez parce que c'est vrai que l'humour en ligne n'est pas toujours très très accessible. Voilà, il y a Thierry Devars l'a rappelé en introduction. Il a bâti une grammaire qui lui est propre, voilà, faite de mèmes, d'émojis, de hashtags. Et est-ce que du coup, ce n'est pas parce que justement cet humour est très codifié, donc par essence quand même excluant, qu'il fonctionne si bien? Est-ce qu'il ne cherche pas justement à exclure pour prospérer? Peut-être Lorraine. Oui, je pense qu'il y a une histoire de code dans l'histoire que Thibaut soulevait. C'est vrai que nous, par exemple, avec Tech Trash, on se moque volontiers de la Startup Nation, et quand on maîtrise pas nécessairement tout le verbiage et tout le jargon managérial, Toutes les références. On peut passer un tout petit peu à côté. Après, on n'a pas forcément besoin d'avoir arpenté la moquette d'un open space pour vraiment comprendre ce qu'on essaye de dénoncer à travers ce verbiage-là et ce qu'on en dit. Donc, je pense que c'est un peu des deux. Après, ce que Thibaut soulevait sur plus le format et un peu le fait de déjouer les algorithmes, c'est aussi une question de nous qui nous travaille. Et en fait, c'est aussi pour ça que nous, on a fait le choix du format de la newsletter, parce que c'est une communauté qui est fermée. Donc, il n'y a pas les mêmes enjeux de modération, il n'y a pas les mêmes enjeux de troll. Et donc, c'est un espace qui est beaucoup plus restreint, notamment. Enfin, c'est-à-dire que, contrairement aux réseaux sociaux, on ne s'adresse pas à des centaines de milliers ou des millions de personnes, ou même au Gorafi. Nous, on est sur des dizaines de milliers de personnes. Donc, c'est une communauté qui est plus restreinte, je pense, et qui est plus à même donc, de maîtriser des codes partagés. Donc, oui, je pense que c'est à la fois le contenu et puis le format qui fait que l'humour passe ou pas, quoi. Sébastien, une réaction? Alors, moi, je viens de me rappeler d'une petite anecdote qui était justement sur l'humour et le côté politique. Dans le livre Gang of New York, qui a inspiré le film de Scorsese, vous avez un politique qui rend visite à un journaliste et qui lui reproche les caricatures que diffuse son journal.
Et le politique a cette réaction. Il dit mes électeurs ne savent pas lire, ce sont des analphabètes, mais ils savent comprendre un dessin. Et je trouve cette anecdote assez intéressante parce que le gars faisait donc ces petites caricatures du 19e siècle qu'on a tous vues et tout. Et en fait, la population de New York était une population très très pauvre et donc était complètement ne savait pas lire. Mais avec ce dessin, ça permettait de changer une élection. Et ça, les tenanciers du pouvoir de l'époque, pour eux, c'était terrible, quoi. C'est-à-dire que ça leur échappait complètement. Donc l'humour a toujours existé sous cette forme-là et a pris différentes formes au fil du temps. Et par exemple, au Gorafi, est-ce que vous avez le sentiment de pratiquer un humour excluant ou pas? Non, en fait, c'est pas vraiment excluant parce que nous, on se base principalement sur les titres de presse. C'est-à-dire qu'en fait, on va reprendre la musicalité d'un titre de presse, on va changer un mot, on va faire une inversion de sujet, mais le titre reste pompeux dans sa fabrication, dans ce qu'il veut raconter. On ne fait pas de mêmes, par exemple, on ne rebondit pas sur les mêmes, on ne rebondit pas sur la culture Internet, on va dire. Les seules références, on va dire, qui sont vraiment, on va dire, extrêmement excluantes, c'est vraiment des références sur la Cité de la Peur. On va faire 1 ou 2 articles par an et qui vont vraiment cibler les 4, 5, 6 personnes qui ont vu la Cité de la Peur. Et c'est tout, quoi. Mais moi, je le vois en dédicace, on a des gens de 20 à parfois 75 ans qui viennent nous voir. Et souvent, c'est des gens qui disent ah ben tiens, c'est mon fils, c'est ma fille qui m'a parlé de vous. Et c'est des gens en fait qui ont été élevés, eux, avec par exemple c'était pas l'Assiette au beurre, c'était une émission satirique dans les années 70 de Jacques Martin. Puis un peu avant, vous aviez Pierre Dac avec Le Samoil. Donc en fait, c'est un style d'humour que eux ont déjà un peu connu, connaissent un petit peu, et ils se retrouvent un petit peu là-dedans. Donc nous, comme on reste en plus, on va cibler essentiellement l'actualité. Donc les gens ont entendu ou vu telle ou telle personnalité. Donc je trouve que on est excluant sans être excluant, mais on est toujours excluant quoi qu'on fasse. Tous les efforts qu'on fera, il y a forcément quelqu'un qui ne comprendra pas la vanne ou qui ne comprendra pas le ressort comique. Mais nous, on voit qu'on essaie quand même d'élargir le prisme au maximum. Thibaut, vous vouliez réagir? Ouais, j'avais en fait ce que vous deux vous disiez, ça me faisait penser en fait aussi à une anecdote dans les médias où je sais pas si vous vous souvenez de quand il y avait une séquence un peu connue, je me souviens plus sur quel plateau, mais vous vous souviendrez peut-être, où en fait Édouard Baird fait sa chronique habituelle et en face de lui il a Nabila en fait qui comprend rien à sa chronique et ça avait fait tout un ensemble enfin il y avait eu toute une série d'articles dans les médias où en fait on tapait un petit peu sur Nabila pour dire ah qu'est-ce qu'elle est stupide celle-là, alors qu'en fait je trouve que là on a un contre-exemple parfait de quand on dit culture du LOL, enfin culture internet, on comprend pas forcément comment marche un mème, c'est un langage hyper crypté, hyper spécifique. Mais en fait là, c'est pareil, on est confronté à en fait un humour d'une élite qui joue avec la langue française d'une certaine manière. Et voilà, on peut trouver Édouard Baird très drôle, mais on peut admettre aussi que c'est un humour qui est lui-même clivant et qui se pense peut-être pas clivant. Après, je sais pas comment Édouard Baird est, mais en tout cas, comment cette controverse a été reçue, ça a été voilà, de s'attaquer à la sous-culture des réseaux sociaux, on va dire, et Nabila et la télé-réalité, etc., et pas prendre ça comme voilà, un humour qui est de base excluant, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Alors, en parlant de sous-culture, ça tombe bien parce que le web est du coup par définition cet espace de liberté où peuvent voilà, s'épanouir les dites sous-cultures. Mais alors, je voulais vous faire réagir à quelque chose puisque depuis quelque temps, certains crient à la censure en cause, selon eux, le développement d'une pensée woke pour éveiller, donc qui, je le rappelle, définit donc une attitude qui consiste à être attentif aux injustices subies par les minorités. Et donc, au nom de cette culture woke, certains prétendent que certains sujets voilà, sont désormais tabous. Les plus nostalgiques regrettent les blagues de Desproges ou de Vos qui ne passeraient plus du tout aujourd'hui. Que pensez-vous de ce hashtag on ne peut plus rien dire et comment préserver finalement cette liberté d'expression sans que personne ne soit offensé? C'est un peu une injonction contradictoire peut-être, mais
Sébastien. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous venez de dire, par exemple, sur Desproges. En disant Desproges, je ne pourrais pas dire ce qu'il faisait. L'exemple qu'on aime bien citer souvent, c'est le fameux sketch sur les Juifs de Desproges, qui dit on me dit que des Juifs sont entrés dans la salle. Ce sketch, il a une histoire. Quand Desproges l'écrit, il le fait lire à des déportés et des fils de déportés, pour leur dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est drôle, est-ce que je ne vais pas trop loin. Et tous ceux qui le lisent lui disent non, c'est très bien, c'est parfait, c'est sur le fil du rasoir, et c'est exactement ce qu'il faut dire en fait. Il n'y a pas une blague qui tombe à côté, on ne peut pas l'accuser d'antisémitisme. Parce que dans ce sketch-là, il rit de l'antisémite qui est en nous. Et quand vous riez de ce sketch et de ces blagues, c'est pas un rire à se taper la cuisse, c'est un rire gêné, parce que vous savez exactement à quoi il fait référence et toutes les codifications de l'antisémitisme qu'on nous a inculquées et qu'on a intégrées en fait sans le savoir, mais vous savez exactement à quoi ça fait référence. Et donc c'est un rire qui met, vous riez mais vous êtes mal à l'aise parce qu'il tape juste. Donc ce sketch-là, il peut toujours être joué. Je vois pas en quoi subitement on dirait non, Desproges ne peut plus être joué. Il y avait, je crois que c'est Georges Kijman qui disait qui justement, je crois, n'a pas compris ce sketch et qui disait mais Desproges aujourd'hui, il serait interdit. Mais interdit par qui? Je veux dire, enfin, ce sketch, il est historique, il faut le garder. Et il y a pas une phrase à côté, il n'y a rien de choquant. Au contraire, il était woke à son époque parce que justement, il mettait en avant tout ce qui s'était passé, le génocide, l'Holocauste, en justement jouant sur ces codes-là. Donc à l'époque, c'était un sketch qui était très courageux. On est dans les années 80. La reconnaissance, enfin tous les témoignages sur les camps, tout ça, restaient, on va dire, pas enfermés, mais il n'y avait pas une libération sur les paroles, et même les survivants des camps ne voulaient pas en parler, parce qu'ils ne voulaient pas, comment dire, de ça les historiens en parleront beaucoup mieux que moi, mais ils ne voulaient pas occuper le débat national, ils voulaient rester vraiment en retrait par rapport à tout ce qui s'était passé. Mais ce sketch-là, il est pour moi fondamental, et puis il est très drôle, il est écrit, il est incisif, il est parfait, il n'y a pas une ligne à jeter. Et alors donc quand on vous dit on ne peut plus rien dire, comment vous réagissez? Mais nous, on continue de dire des trucs. Enfin, je veux dire, les seules personnes qui font ouin ouin, on peut pas rien dire, c'est Valeurs Actuelles. Je veux dire, on regarde sur quel spectre du débat politique se situe Valeurs Actuelles, quoi. Lorraine Boudard? Ouais, moi, je pense qu'on sera tous plus ou moins d'accord, mais moi, c'est une phrase qui me met en colère. On peut plus rien dire, ça n'a aucun sens de fait. Et surtout, en fait, moi, je comprends pas ce que ça veut dire. On peut plus rien dire. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est on. Je sais pas qui c'est. Et en fait, j'ai surtout l'impression que ce on, ça fait référence ou renvoie à tous ceux qui écument les plateaux télé pour dire qu'ils n'ont pas la parole. Donc enfin, je comprends pas en fait cet adage. Et justement, en fait, sans faire d'auto-promo, je participe à un podcast qui s'appelle On peut plus rien dire, qui est produit par Binge Audio. Ça alors? C'est de l'auto-promo. Qui est produit par Binge et qui est écrit et réalisé par Judith Duportail. Et en fait, toute l'idée, c'est de retourner cet adage de On peut plus rien dire et de se réapproprier le concept de parole libre qui est aujourd'hui monopolisé par Valeurs Actuelles, Zemmour, etc. Et donc, c'est un peu un pied de nez pour dire que si, en fait, on peut dire, et le concept de parole libre n'est pas réservé à l'extrême droite. Donc voilà. Thibaut Grison, vous qui avez bien exploré le sujet, je crois. Oui, c'est le genre de sujet où il faut m'arrêter, où en plus je peux me perdre et pas du tout être clair parce que dans ma tête, ça fuse. Donc, n'hésitez pas à me couper. Oui, je vais rebondir sur les deux choses qui ont été dites. D'abord, c'est intéressant, je trouve, de voir les figures qui sont prises en exemple par les personnes qui disent on peut plus rien dire, ou on parle toujours des proches, ou Coluche, s'il faisait ça, il serait en prison aujourd'hui. Bon, Coluche, même à l'époque, il était condamné pour certaines blagues qu'il faisait, hein. Et donc, du coup, ça n'a pas changé. Le cadre légal de la liberté d'expression en soi n'a pas tant changé. Donc il y a ça, il y a aussi ce que disait Lorraine, c'est intéressant sur c'est qui ce on en fait, et c'est marrant parce que même cette phrase on peut plus rien dire, elle est en soi paradoxale parce qu'elle est basée sur le fait
de dire qu'on ne peut pas dire au moment où on le dit. Et souvent, c'est même de l'ordre de ce qu'on appelle la prétérition au théâtre ou en figure de style. C'est je ne peux pas faire ce que je m'apprête à faire en gros. Et du coup, il y a vraiment des stratégies derrière qui en fait sont des stratégies de l'extrême droite pour diffuser ces idées. Zemmour, il capitalise vachement là-dessus. En fait, sa parole, elle marche, et Valeurs Actuelles marche parce que c'est des réacs. Et en gros, ils disent ne pas pouvoir dire, et du coup, ça attire le regard sur ce discours-là, et c'est ça qui fait de l'autopromo. Après, au-delà de ça, par contre, ce qui est un peu plus gênant, c'est qu'en fait, maintenant, ça devient une théorie qui se diffuse. Une fois qu'on a dit que les gens qui pouvaient plus rien dire, en fait, si, ils continuent à le dire, n'empêche que ça rentre dans la tête des gens, que libération de la parole, comme par exemple depuis MeToo depuis MeToo en 2017, et en fait, libération de la parole égale restriction de la liberté d'expression. Et du coup, ça, c'est un petit peu, je trouve, un point de vigilance, et en même temps, pour faire le jeu peut-être de ceux qui disent on peut plus rien dire, moi, je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'on devrait moins dire, en tout cas dans les médias, et faire attention à sa parole publique, et notamment quand on parle culture du viol ou blagues racistes. Effectivement, quand c'est des blagues racistes juste pour faire des blagues racistes et pour dissimuler un certain propos discriminant derrière de l'humour, comme on sait très bien le faire en France et notamment sur les médias, dans les médias, je pense qu'effectivement, c'est pas plus mal qu'aujourd'hui, ça bloque des gens. Et que tant mieux s'ils se sentent mal à l'aise et qu'ils ont l'impression d'être censurés. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Alors donc il y avait cette question de la prétendue censure, mais il y avait aussi un autre sujet que je voulais évoquer avec vous, un écueil, celui des fake news, parce que à l'heure de la désinformation, finalement, il est de plus en plus difficile de faire la part, de démêler le vrai du faux. Et quand à cela on rajoute la surenchère, l'ironie, la dérision, on peut être dans la confusion, rajouter de la confusion à la confusion. Alors du coup, comment finalement on peut se prémunir justement des fake news tout en continuant à pratiquer l'ironie, l'humour, la satire? Sébastien, peut-être? Nous, on reste sur une espèce de ligne éditoriale où en fait, il n'y a pas d'ambiguïté dans ce qu'on raconte. Il y a toujours un petit détail dans le titre qui est censé vous faire remarquer qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Après, nous, à titre personnel, il nous est arrivé un truc durant la campagne présidentielle où il y a eu ce qui s'appelle un blanchiment de fake news. Et Le Monde avait fait un article dessus quelques temps plus tard. En fait, on avait fait un article en 2016 sur Macron, juste avant qu'il commence à officialiser sa candidature. Et on avait fait une série d'articles, c'était quand Macron dit Macron à Melun salue les Parisiens, les gens venus travailler loin de Paris. Il y avait un autre article, c'était quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale toute la journée. Et cet article-là, le je me sens sale toute la journée, quelqu'un a repris l'article, a enlevé référence au Gorafi, a rajouté un montage vidéo dans lequel on voit Macron serrer la main de syndicaliste et après, le plan d'après, il se lave les mains. Et en fait, le plan où il se lave les mains venait d'une rencontre avec des pêcheurs. Le tout a été diffusé massivement sur les réseaux sociaux, à la fois sur les pages du Rassemblement national et les pages de la France insoumise. On n'a jamais su qui était vraiment à l'origine. Résultat, le soir du premier tour, l'article a été propulsé en tête sur notre site. Et quelques jours plus tard, quand vous avez les candidats qui arrivent à Whirlpool pour rencontrer les salariés, vous avez les salariés qui disent littéralement à Macron, alors comme ça, ça y est, vous n'avez plus peur de nous serrer la main. Et nous, on a rediffusé l'article à ce moment-là sur le site pour dire attention, ça vient de chez nous. Mais c'est vraiment la seule fois où on a un article qui nous échappe, alors qu'à chaque fois, on avait toujours le contrôle. Donc voilà, qui était derrière ça, j'ai jamais su. Toujours est-il qu'on attend toujours notre chèque. Donc la manipulation d'élections, ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Lorraine, sur les fake news? Oui, nous, on n'a pas tout à fait ce même genre d'enjeu parce qu'en réalité, on part toujours de citations ou d'événements qui sont réels, qui se sont toujours passés et qu'on essaye d'aller fouiner un petit peu en creusant un peu partout. Et donc, moi, j'ai en tête une campagne, par exemple, de publicité qu'on avait épinglée sur Climax, qui était une campagne menée par Adidas et qui, en fait, vendait Stan Smith, son modèle Stan Smith, comme un produit pour sauver la planète.
Et en fait, la publicité était tellement grossière qu'on n'avait même pas besoin de faire de blagues, tellement en fait la réalité dépassait la caricature. Puisque dans cette publicité, on voyait des personnalités dites engagées qui portaient des Stan Smith entourés de plantes vertes en disant grâce à Stan Smith, on sauve la planète. Et donc, c'est vrai que quand on regarde ça, on va se dire mais c'est pas possible, en fait, c'est tellement gros qu'ils n'ont pas pu faire ça. Mais sauf qu'en réalité, certaines entreprises sont tellement à la ramasse sur ces sujets-là qu'elles se permettent encore de faire des écarts aussi grossiers. Donc nous, on n'a pas tellement cet enjeu-là parce qu'en réalité, on part de faits réels, donc on n'a pas vraiment de risque de détournement. C'est pareil dans Tech Trash, où on part de citations de patrons d'entreprises notamment, qui utilisent des verbiages qui sont totalement ubuesques, totalement absurdes, et qui peuvent paraître faux, mais qui sont en réalité vrais. Et c'est là justement où le ressort comique joue pour notre part. Et après, je pense qu'en termes de viralité aussi, le format de la newsletter permet d'exclure aussi la perte de contrôle du contenu, puisqu'on reste dans un cercle assez restreint. Donc je pense que c'est un peu des deux, quoi, encore une fois. Thibaut, peut-être? Oui, je rebondis du coup sur ce dernier point. C'est vrai que dès que l'audience, effectivement, elle est plus... on ne sait pas à qui on s'adresse. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je me souviens en fait, en réfléchissant à la conférence, il y a une anecdote qui m'est venue où, en parlant de fake news, justement, est-ce que vous vous souvenez quand Nagui avait été plus ou moins accusé en gros de en gros mutiler des chevaux, etc. Et en fait, ça partait d'une blague vraiment Twitter où en fait il y avait ce vrai fait divers en fait où des chevaux voilà, il leur arrivait des trucs horribles et en fait il y avait eu plein de reportages sur TF1, France Info, etc. Et en fait sur Twitter, il y a eu cette blague en fait de non mais Nagui, écarte-toi des chevaux, etc. Et en fait, il y avait beaucoup de choses très très drôles. Et en fait, après, c'est quand même monté. Et en fait, c'est marrant de. Alors, effectivement, il y a eu des comptes Twitter qui ont changé leur photo de profil en mettant la photo de profil de l'AFP ou alors de celle de Libération pour faire croire que. Mais sauf qu'à côté, il y avait quand même écrit le nom d'utilisateur, je sais pas, Francis 44, qui fait le tweet. Et. Bref, tout ça pour dire que en fait, ça a construit un faux problème où en fait, on a vu ça comme une fake news et non plus comme une blague. À partir du moment où c'est les médias traditionnels qui ont fait des articles de fact-checking en mode est-ce que c'est vrai que Nagui s'attaque aux chevaux, etc. Et c'est là qu'il y a eu tout un truc qui est monté, alors qu'en fait, sur Twitter, tout le monde savait en fait que c'était une blague. Et même d'ailleurs, Nagui, je crois me souvenir, il était invité dans une émission 2 semaines après sur cet avou. Enfin, je me souviens le voir et on lui dit mais on fait tout un reportage sur la fake news en mode en quoi ça attaque les célébrités, en quoi c'est dangereux. Et il dit non mais de base, moi je sais que c'était une vanne. Hein, après, et du coup, bref, pour revenir sur ce sujet de la fake news où pour moi la fake news existe aussi parce qu'on la pointe du doigt. Et d'ailleurs c'est assez intéressant, je trouve que on soit contraint en fait c'est tellement un truc ambiant que quand on fait des conférences sur l'humour en ligne ou sur des communautés, enfin moi-même dans mon travail, quand je parle de modération des réseaux sociaux, alors que je m'intéresse pas du tout aux fake news, ça revient directement. Et surtout quand on est dans une posture de minorité où on parle de communautés militantes en ligne, c'est un sujet qu'on nous impose comme là on peut plus rien dire. En gros, quel que soit le sujet, c'est oui mais on peut plus rien dire, oui mais les fake news. Et du coup, je trouve que ça questionne en fait. Je suis là pour faire l'avocat du diable. Hein. non mais bien sûr, c'était pas du tout par rapport à vous. Au contraire, je trouve ça très bien justement de pouvoir l'aborder dans ces conditions-là et non pas juste est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Parce qu'en plus, le problème se pose aussi en soi parce que là, même dans l'exemple que j'ai cité ou même dans d'autres, en fait, ça passe pour une fake news dès lors que ça sort de la communauté à qui la blague était destinée en gros. Je pense que la personne qui a fait la blague sur Nagui n'allait pas le faire à sa grand-mère à table. Et par contre, elle allait le faire à sa communauté de tweetos, entre guillemets. Et voilà.
Alors, une dernière question avant de clôturer donc, cette table ronde, parce que depuis le début de la conférence, en fait, on fait que parler d'armes. L'humour est une arme politique, mais alors comment elle peut être véritablement une arme? Parce qu'on voit bien que finalement c'est assez simple de faire rire, d'indigner, de mobiliser une communauté, de fédérer une communauté autour de soi. Mais ensuite, comment on arrive à passer à l'action, à mobiliser hors ligne et à pas juste être finalement un militant du clic derrière son ordinateur. Peut-être Lorraine? Ouais, vaste question, et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose, nous. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez fédérateur dans la satire, parce qu'en réalité, de se dire qu'on n'est pas seul à être indigné ou à être révolté par des discours un peu ubuesques de type la campagne Adidas, en fait, ça peut permettre de se mobiliser par la suite. Parce qu'on se rend bien compte qu'on n'est pas seul dans cette démarche, et donc je pense que ça peut enclencher un passage à l'action. Donc je pense que c'est ce que je disais un petit peu en intro. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être très mobilisateur et fédérateur dans la satire, parce que en fait on se retrouve entouré d'autres comme nous, et ça peut encourager. Et pour reprendre l'exemple de Adidas, justement, nous, on avait partagé un lien qui permettait aussi aux lecteurs et aux lectrices ensuite de dénoncer potentiellement des publicités qui pouvaient être de ce type, à savoir de greenwashing. Et en fait, c'était un des liens les plus cliqués, parce que les gens se sont dit non mais c'est bon, on en a ras-le-bol en fait, qu'on nous prenne pour des débiles et qu'on nous passe encore ce genre de messages publicitaires. Et donc maintenant on va essayer de faire quelque chose. Alors je dis pas que c'est nécessairement révolutionnaire, mais je pense qu'il y a une démarche qui peut être mobilisatrice, et nous en fait c'est ce qu'on essaye de faire, et j'espère que ça marche. Sébastien ou Thibaut, une remarque? Vas-y, tu sens Vas-y. Non, parce que j'ai l'habitude de prendre des notes, parce qu'en séminaire, je suis toujours... donc sinon, j'oublie. Mais pas de souci. J'y vais. Ok, bon. Qu'est-ce que je voulais dire, du coup? Je me suis perdu. Ah oui, pour répondre à la question, je répondrai, je pense, de deux manières. Je dirais que l'humour militant est fédérateur en soi, puisque... comme l'expliquait d'ailleurs très justement Thierry Devars en introduction, ce type d'humour-là, c'est un rire justement proprement de connivence. Et donc du coup, peut-être qu'il est, comme Lorraine disait, il est fédérateur en soi déjà, parce que il rend, enfin on peut, comment on dit, on peut relate à l'histoire, quoi. On peut se reconnaître dans une histoire, dans un type d'humour. Et voilà, c'était notamment une étudiante en master qui avait travaillé sur ça, sur en gros comment les mèmes dans les diasporas arabes sur Instagram pouvaient en fait être créer une communauté, parce qu'en fait ils ne pouvaient être compris que par un certain type de personnes qui maîtrisent à la fois le français et l'arabe, et qui en plus a cette expérience de vie commune là. Et en fait par ça, en fait il y a des rencontres qui se font. Donc je dirais que c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi que je pense qu'il faut considérer ce travail du clic et l'humour du clic en soi comme déjà porteur de choses politiques, parce qu'on voit bien dans quelle mesure l'humour militant, il peut amener certaines choses à l'agenda, comme par exemple là une conférence où voilà, c'est une bataille des idées, quoi. Donc potentiellement, dès lors qu'il sort de la communauté, peut-être que parfois c'est pas agréable, parce qu'on peut se prendre des raids de fachos. Je parle encore une fois pour des communautés militantes en ligne, mais en même temps le sujet est diffusé, et du coup peut-être qu'on peut y voir là un passage à l'acte en dehors de la blague Twitter, quoi. On arrive à dépasser le simple humour en ligne et à basculer dans un autre répertoire d'action politique? Oui, peut-être. J'avoue que c'est compliqué. Je pense que ça va avec. Et en même temps, même si ça va pas avec, si d'aventure ça n'allait pas avec, je ne trouve pas ça très grave, parce que je pense dans le militantisme, il y a plusieurs stratégies, plusieurs strates de stratégie, un gros pléonasme. Et du coup, tout se superpositionne, et pas grave en fait si la blague, en l'occurrence, je sais pas si une blague codée ne se diffuse pas alors qu'elle devrait, qu'elle est porteur d'un message politique, c'est pas très grave dès lors que il y aura eu un engouement derrière, ou pas d'ailleurs, mais voilà.
Sébastien, pour le mot de la fin. Non, mais nous, on essaye de la satire, comme disait Lorraine en introduction, c'est une réaction par rapport à un phénomène de société qui peut à la fois vous révolter, vous émouvoir, vous énerver, ou même vous pouvez vous réjouir. Et nous, on va transcrire un titre à partir de cette réaction-là. On va prendre cette réaction, on va en faire un titre et on va le transcrire un peu comme un BFM TV ou comme ou un CNews. Et très souvent, le titre reflète un petit peu la réaction à un instant T. Un exemple souvent que je cite, c'est quand il y avait Édouard Philippe avait pris une nouvelle, un nouveau décret ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, mais on avait fait un titre, c'était le gouvernement qui ne se disait pas de droite prend une nouvelle décision de droite. Voilà, exactement une espèce de réaction à chaud par rapport à un truc qui est en train de se dérouler. Eh bien, merci beaucoup à tous les Merci trois à vous. pour Merci. vos éclairages respectifs. Encore une fois, donc, je rappelle à celles et ceux qui nous suivent en ligne derrière leurs écrans que vous pouvez donc bien entendu intervenir, poser vos questions à nos trois invités donc, via le chat en ligne. Et ces questions, donc, on y répondra dans quelques instants. Mais avant ça, on va d'abord retrouver Lorraine Renaud, une autre Lorraine qui est en ligne normalement avec nous si tout se passe bien. Pour un petit point bien spécifique qui permettra d'illustrer le propos. Alors, Lorraine Renaud, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez ou pas? Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez aussi? Oui. Bienvenue. Oui. Alors, vous êtes Parfait. doctorante en sciences du langage et vous enseignez au CELSA et votre thèse, elle est consacrée à la construction de la radicalité djihadiste en ligne. Et donc, en quelques minutes, là, vous allez nous plonger dans une dimension donc, bien particulière de notre sujet, à savoir l'usage de l'humour par des cyber-militants djihadistes. Voilà, Lorraine, je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et déjà, merci encore pour cette invitation aux étudiants et étudiantes du CELSA et puis au CUB de nous recevoir. Donc, en effet, je suis tout particulièrement des cybermilitants de l'État islamique sur Facebook et qui donc ont un usage de l'humour un peu particulier qui leur permet, et vous avez beaucoup parlé d'humour fédérateur, de constituer des communautés en fait en ligne sur Facebook, des communautés qui sont à la fois publiques et clandestines en fait, qui sont visibles et invisibles pour celles et ceux qui n'auraient pas leur code. Donc je ne sais pas si la première slide de ma présentation est peut-être visible pour le public, mais je voulais tout de suite vous donner un exemple pour vous montrer comment des messages en apparence anodins et qui reposent sur le mode du clin d'œil, sur l'humour, en fait peuvent constituer de véritables discours de haine et des messages d'apologie du terrorisme. Je ne sais pas si vous avez le support visuel de votre côté. Oui, oui. Oui, c'est bon. Alors, il y a une première slide avec un cyber-militant donc, de l'État islamique qui dit que Manuel Valls, a beaucoup d'humour puisque tout d'un coup, il veut défendre les musulmans. Et ce cyber-militant ajoute c'est Valls qu'il faut remercier avec des petites notes de musique. Et puis, ce post est abondamment commenté et beaucoup d'emojis sous forme de rire y sont ajoutés. Alors, il faut savoir que c'est Valls qu'il faut remercier. C'est le refrain d'un chant djihadiste, un anachid djihadiste très connu, qui s'appelle Ma Vengeance, et qui en fait constitue un véritable appel aux armes pour les djihadistes. C'est un chant de l'État islamique qui a été composé en français et qui rend hommage aux kamikazes du Stade de France et aux kamikazes du Bataclan, et qui appelle, je cite, à faire gicler le sang des koufars. Voilà, donc sous une apparence de clin d'œil, c'est Valls qu'il faut remercier, plus des petites notes de musique. En général, ils sont associés aussi des dates importantes, comme le 13 novembre, comme des dates d'attentats. Sous ce recours à un langage codé, finalement, des communautés en ligne communiquent, interagissent, se reconnaissent aussi et constituent des groupes. Il y a aussi beaucoup de la métaphore culinaire est aussi beaucoup utilisée pour les femmes. Vous savez que la cuisine dans les manuels en fait djihadistes, c'est une métaphore pour désigner la confection de bombes. Donc il y a beaucoup de petites allusions comme ça à la cuisine avec des petits MDR, LOL qui sont caractéristiques de ce type d'humour. Peut-être qu'on peut aller directement aussi à la slide suivante sur les drapeaux peut-être de Daesh. Si vous avez le moment, vous avez la main sur le support. En fait, il y a eu énormément pendant le confinement, de drapeaux de Daesh camouflés sur des papiers toilettes. Donc c'était une petite référence à cette
outil de première nécessité duquel les djihadistes se sont bien moqués, et ils ont inscrit des drapeaux de Daesh camouflés sur ce support, parce que pour eux, le Covid, c'était un vrai soldat d'Allah, et c'était un appel à aller du coup contaminer les koufars en Occident. Donc vous voyez, autant de petits signes discrets de connivence, de phénomènes de complicité, hein, comme disaient Thierry et Thibault, qui ici fait sens à leurs yeux et qui leur permettent donc de communiquer et de faire passer sous des allures tout à fait anodines de véritables messages de haine. C'est vraiment une arme, en fait, l'humour, pour ces cybermilitants, et qui leur permet de passer à la fois sous les radars des plateformes qui sont de plus en plus habituées à modérer en fait des contenus violents avec efficacité, je pense à Facebook et à Twitter, mais aussi à éviter les signalements d'internautes qui permettraient ensuite à des opérateurs multilingues d'analyser manuellement les posts et de fermer les comptes. Donc on est vraiment dans un contexte pour ces cybermilitants djihadistes de guerre médiatique, avec vraiment l'idée d'une guerre d'usure où il faut épuiser les plateformes et utiliser tous les moyens pour pouvoir survivre et garantir une présence en ligne en fait sur ces réseaux. Et l'humour fait partie de ces armes. Voilà pour résumer un peu mon propos. Merci beaucoup Lorraine Renaud, cette fois, pour cette intervention. Voilà, vos travaux permettent vraiment bien d'illustrer justement voilà, des enjeux concrets autour de l'humour en ligne et en particulier les stratégies d'évitement de la censure algorithmique. Alors, après ces différentes interventions, je suppose que voilà, le public qui nous suit en ligne a de nombreuses questions, des remarques à poser donc, à nos invités. Je vous invite, si vous en avez encore, à les poser. Il est encore temps. Et donc, de mon côté, moi, je vais essayer de faire remonter les premières questions que nous avons reçues à nos invités. Et donc, la première... Génération Zemmour a publié récemment un article qui dit « Faites des mèmes, c'est comme ça qu'on gagne les élections ». Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien? C'est inquiétant parce qu'en fait, ils sont en train de se réapproprier quelque chose que nous on faisait, c'est-à-dire l'humour, et ils ont compris exactement comment ça marche. Ils commencent à intégrer les codes, ils commencent à les faire fonctionner, et ils savent que c'est un moyen comme un autre de gagner de nouvelles parts d'audience. Donc, comment dire, oui, on voit qu'ils sont en train, ils ont compris comment ça marche politiquement, médiatiquement. C'est un peu, après, il faut essayer de les combattre à leur niveau aussi, pour leur renvoyer cette patate chaude. Mais oui, ils sont en train de se structurer. Ils ont acheté un ordinateur avant-hier, ils se sont inscrits sur un forum, et ça y est, ils commencent à comprendre comment fonctionne Internet. Thibault, une réaction? Ouais, je trouve ça hyper intéressant la manière dont tu as répondu à la question, parce que c'est vrai que en fait, même on s'est rendu compte comment, même avant que Zemmour se présente et qu'il y ait Génération Zemmour, etc., comment en fait des militants fachos sur les réseaux sociaux faisaient en fait des comptes parodiques de militants woke, justement, où en fait ils poussaient ce wokisme à l'extrême, on va dire, et en fait ils expliquaient dans quelle mesure, je sais pas, manger du quinoa c'était une discrimination systémique, en reprenant du coup le langage des minorités, des militants, etc. Et ça va très très loin, et même il y a des drapeaux qui sont faits pour la communauté LGBT, des drapeaux fictifs pour faire comme si telle micro-catégorie de la population rentrait dans le militantisme LGBT. Enfin bref, et donc du coup, il y a même les codes sont tellement acquis par ces personnes-là que ça va encore plus loin, c'est qu'ils parodient. Et du coup, il y a des effets de confusion énormes de l'extérieur, où en fait, c'est dangereux, en fait, la manière dont ils s'accaparent les codes. Et comme dit Sébastien, c'est des choses à combattre, quoi. Oui, je pense que finalement c'est un mouvement tout naturel de réappropriation par le politique des codes Internet qui étaient jusqu'à présent maîtrisés par une plus petite sous-culture. Et c'est vrai que jusqu'à présent, dès que le politique essayait de se l'approprier, il y avait souvent une forme de cringe, quoi, parce que c'était souvent raté. Et en revanche, aujourd'hui, je pense que ce sont des codes qui sont mieux maîtrisés. Et au-delà de Zemmour, moi, je vois par exemple
Jay Barry, le ministre des Transports sur TikTok, il maîtrise extrêmement bien les nouveaux outils et il a plus d'1 million de followers sur TikTok où il maîtrise l'humour pour ouvertement se moquer des militants et notamment de Greenpeace par exemple. Et là, on est sur un ministre qui est en poste, qui est en fonction et qui se sert des codes TikTok détournés pour faire passer des messages politiques et souvent au détriment de militants écologistes. Donc, Et je dirais même souvent au détriment de sa fonction. Quand on le voit poster, faire la promotion d'un taxi volant qui est censé relier Roissy à Paris et tout, et il tweet genre oui, c'est un engin, on a investi 300 millions d'euros dans le truc, et c'est un engin spatial qui vous conduira en moins de un quart d'heure à Roissy. Et quelqu'un avait répondu avec une photo du RER, un engin financé intégralement par le service public et qui vous conduit en moins de 10 minutes à Roissy. Et en fait, on attend toujours justement des investissements de l'État dans ce moyen de transport plutôt que d'aller financer un moyen de transport qui sera utilisé par 1%. Mais excusez-moi, là je deviens un peu militant, mais bon. C'est le truc, voilà, on ne comprend pas pourquoi le ministère des Transports fait la promotion de ça, alors qu'il y a des problèmes terre à terre qui touchent les Français au quotidien. Donc, si c'est comme ça, je vais me présenter aussi à la primaire populaire. Une autre question donc, qui nous parvient du chat. Selon vous, y a-t-il des limites ou des effets néfastes de la satire? Sinon, pourquoi? Si oui, lesquels? Et par exemple, le risque de prendre tout à la dérision. Tout en dérision. Nous, on prend tout à la dérision. À part les participes passés, ça, il ne faut pas y toucher. Une autre remarque? Pareil. Non. Ça et Mark Zuckerberg. Autre question là qui va vous faire réagir, je pense. L'humour gêne-t-il véritablement le pouvoir établi, selon vous? Oui. Sébastien? Oui, pour moi, l'humour est une arme, c'est un contre-pouvoir. C'est pas juste poil à gratter? Mais c'est du poil à gratter, mais après, nous, on reste à notre niveau, on est des rigolos, on est des guignols, et on n'est pas là pour faire du donnage de leçons comment dire, au premier degré. Mais oui, on est une espèce de poil à gratter, de ce petit truc, ce petit caillou dans la chaussure. Récemment, j'ai appris qu'on était beaucoup lu dans les cabinets ministériels, apparemment, que c'est une espèce de manière de prendre la température, de voir tiens, s'il y a un article qui arrive sur ce tel ministre qui est empêtré dans tel scandale et tout, de voir comment... Enfin voilà, mais je l'ai appris vraiment récemment, hein, donc après je sais pas ce que ça vaut. Moi je pensais que c'était que ma maman qui lisait, qui partageait tout ça avec ses copines, donc c'est pour ça que ça fonctionnait bien, mais apparemment non, ça serait d'autres personnes. Mais oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce contre-pouvoir, c'est l'humour qui s'est approprié par les minorités pour agir, et comme tu disais toi tout à l'heure, contre les grands, contre les oppresseurs. Oui, moi je pense que, c'est-à-dire que ça peut être du poil à gratter, mais le poil à gratter, il peut gratter très fort déjà d'une part, et après d'autre part, c'est ce que disait Thibaut tout à l'heure, c'est-à-dire il y a plusieurs strates, donc c'est une des strates, c'est pas l'unique, mais je pense que oui, il peut être dérangeant et qu'au bout d'un moment, si tout le monde se moque de Jay Barry parce qu'il fait la promo de ses taxis volants, il va peut-être commencer à arrêter, quoi. Enfin, du moins, j'espère. Non, parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est la mentalité, ce que j'appelle Donald Trump. C'est-à-dire que ces gens-là brouillent les codes et brouillent la manière d'agir parce que justement, ça fait du buzz, ça fait parler d'eux. Quand Trump dit « je vais racheter le Groenland », à aucun moment il le pense, hein. Il sait que ça va faire parler, il sait que les gens vont l'interroger, parce que comme ça, pendant ce temps-là, on ne lui parle pas des petits Mexicains qui sont enfermés dans les cages à la frontière et qui sont séparés de leurs parents. Il détourne l'attention. Voilà, complètement. Donc quand Jay Barry fait son petit truc TikTok en postant justement sur Greenpeace ou en filmant des cyclistes qui passent devant un feu rouge ou son taxi volant, il détourne l'attention. Et du coup, il devient la coqueluche de TikTok. Pendant ce temps-là, on attend qu'il fasse des choses de concret. Mais après, voilà, vous avez des ministres qui se retrouvent à participer à... C'était une émission de cuisine aussi, une émission culinaire. Que vient faire un ministre là-dedans? C'est pas sa place. C'est pas là qu'on attend un ministre, je pense. Après, je dis ça, je suis juste un modèle contribuable. Mais moi, j'attends un ministre de l'action, pas de la promotion en télé. Thibaut, une réaction sur... Oui, c'était plus une réaction pour ajouter quelque chose par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que l'humour peut être en soi déjà subversif et donc déjà politique, mais aussi, comme je disais au début, il peut effectivement refléter une posture. Et du coup, dans ce cas-là, selon qui fait l'humour et qui fait la blague, il peut aussi
il peut aussi y avoir des effets de connivence avec le pouvoir en place. Et je pense d'ailleurs que l'exemple de Djebari l'atteste aussi. Mais enfin, voilà, je pense, en tout cas, la question, elle pose vraiment, pour moi, la réponse à la question se joue vraiment dans la posture et la position de qui fait ça, dans quel but, pourquoi, auprès de qui. Et effectivement. Et Lorraine Renaud, qui est encore en ligne, je crois, avec nous, si vous avez une remarque, une Tout à fait. intervention par rapport aux questions. Non, pas spécialement. Vous pouvez intervenir en tout cas. Pardon, j'ai pas entendu la question. Je vous signalais que si vous vouliez rebondir sur les questions des étudiants et des étudiantes, c'était aussi possible. Et donc voilà, je vous laissais la parole là sur cette question, mais ça peut être sur la suivante. Voilà. Très bien, pardon, je pensais qu'il y avait une question spécifique. Non, non, je n'ai rien à ajouter de particulier en tout cas. Désolée. Une autre question qui nous parvient toujours du chat. Que pensez-vous des émissions comme Quotidien qui, sous couvert d'humour, se font aussi porte-voix de discours controversés, racistes? Par exemple, l'interview de Henri de Lesquen, l'extrême droite, l'extrême droite par exemple. Moi, je regarde pas Quotidien parce que je n'ai pas la télé chez moi, donc. Je connais pas cette séance non plus, enfin cette séquence en particulier, donc. D'accord. Peut-être Thibaut alors. Ouais, en fait, je vois à quoi fait référence la question. Henri de Lesquen, c'était, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'à la base, il était candidat à la mairie de Versailles. En fait, c'est un politique de base à l'échelle locale vers Versailles, on va dire, plutôt porté extrême droite, mais qui est en fait populaire pour ses théories sur la race congoïde. Et en gros, c'est lui, en fait, aussi en partie en France, qui a beaucoup diffusé la théorie du grand remplacement, sur laquelle Zemmour s'appuie aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai que ce mec-là n'était pas du tout connu avant que Quotidien en fasse la promo et des petites blagues, comme d'ailleurs Quotidien aime bien faire sur Nadine Morano ou des choses comme ça, ou Christine Boutin. En fait, ils ont je dis pas ça de manière péjorative, hein, mais c'est le mot qui me vient en tête, mais ils ont un peu des têtes de Turcs qu'ils ont, et en fait dont ils finissent par effectivement diffuser les théories. Et Henri de Lesquen, c'en est la preuve, parce que en fait personne ne connaissait ce mec-là, qu'ils ont été chercher vraiment dans les tréfonds de YouTube. Et ouais, en fait c'est ça qui rend populaire. Et il y a beaucoup d'ailleurs dans les médias, en fait, à force de faire la pub du grand remplacement, que ce soit pour s'en moquer ou pas, ça fait, alors je sais pas si tu entendais ça par effet Donald Trump, mais ça fait pour moi un effet Donald Trump aussi, où en fait tu donnes du grain à moudre à des gens qui n'en méritent même pas et qui n'en ont même pas en fait. Et Henri de Lesquen, il a gagné en popularité, mais de manière considérable après les émissions de Quotidien. Et il n'y a aucune remise en question pour moi de cette caste journalistique qui voilà, la question se pose de est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas. Je pense que c'est un vrai choix éditorial, mais il y a un vrai risque pour moi à diffuser ces théories-là. Et comme d'ailleurs, et j'en finis avec ça, mais toutes les théories sur l'islamo-gauchisme, où en fait beaucoup de gens sur Twitter font la blague de haha, je suis un islamo-gauchiste, ou alors haha, regardez, mon prénom c'est je sais pas, Thibaut, mais en fait Thibaut c'est pas un prénom français, c'est un prénom allemand, donc peut-être que je vais pouvoir, je vais être expulsé de mon pays si jamais Zemmour est présent. Enfin, l'enjeu il est pas là. Je pense qu'effectivement l'humour parfois peut te permettre de diffuser l'idée du grand remplacement, de l'islamo-gauchisme, tout en le dépolitisant le sujet qu'il y a derrière. Donc par exemple l'enjeu sur les prénoms français, ou enfin les prénoms non français, où là on s'attaque typiquement à une population immigrée arabe et à personne d'autre, et on le sait. Et du coup, je trouve que l'humour, c'est de la diversion parfois sur ces sujets-là. Et en plus de ça, pire, il fait la promotion de choses graves qui ne méritent pas d'être promues, en fait, comme l'islamo-gauchisme, comme le grand remplacement. Voilà. Et ça, à force de faire des blagues là-dessus, ça entre dans l'idée petit à petit, et des gens finissent par le penser. Et il fait Donald Trump, quoi. Mais un bad buzz vaut mieux qu'un pas de buzz du tout. C'est ça. Une autre question, alors là peut-être plus destinée à Lorraine Renaud. Pensez-vous que nous devrions agir contre cet humour djihadiste à notre échelle sur les réseaux sociaux? Auriez-vous d'autres clés pour identifier des contenus de la part de ces militants? Lorraine Renaud, vous avez entendu?
Oui, tout à fait, j'ai bien entendu la question, merci beaucoup. C'est extrêmement compliqué d'agir pour, détecter ces messages. Ça l'est de plus en plus. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un tournant. Alors j'ai commencé ma thèse en 2017, fin 2017. Il faut savoir que, à l'époque, c'était marqué par, les défaites militaires de l'État islamique et il y avait en même temps un effort accru des plateformes pour détecter ces messages. Donc il y a vraiment, eu un tournant à ce moment-là et les signes étaient de plus en plus discrets pour se dire en fait tout simplement djihadistes sur les réseaux sociaux. Donc c'est devenu de plus en plus compliqué pour les plateformes et également pour les internautes de signaler ces messages, bien que il y en a beaucoup qui le font. Il y a aussi des comptes spécialisés pour détecter, traquer, débusquer, hein, ce sont leur vocabulaire, les comptes de cybermilitants djihadistes en ligne. Je pense à la Katiba de Narvalos notamment sur Twitter et qui fait un travail remarquable. Après, pour mettre en place des algorithmes de détection automatique de ces contenus, ça va rester extrêmement limité, à mon avis, en termes notamment de mots-clés. Parce que c'est pas là-dessus que ça repose essentiellement aujourd'hui. Enfin, il y a toujours des contenus très explicites, mais il y a des brouillages, il y a des phénomènes en fait de camouflage qui sont récurrents. Donc, on pourrait peut-être travailler sur de la détection d'images, mais même, pour tout vous dire, de ce que j'ai pu voir avec, un développeur qui travaillait sur les images, de drapeaux djihadistes, même les algorithmes ont du mal parfois à détecter des tout petits symboles qui sont vraiment minuscules, en bas à gauche d'une image. Ou alors, il y a aussi, des difficultés à détecter des emojis, notamment dans les images textes. Et ça, tout ça, c'est du contexte, c'est du sens en contexte et c'est difficile. Facebook a développé un algorithme qui s'appelle Rosetta en 2018 et qui était censé améliorer la détection de certains emojis et notamment les petits emojis drapeau blanc, drapeau noir, des petits lions sur les images textes. Mais même ça, on voit qu'il y a encore des difficultés de détection. Donc après, il y a peut-être un effort aussi collectif quand, à titre individuel, on rencontre un contenu qui nous semble, et quand on a les références aussi pour le décoder, de signaler à Pharos, notamment la plateforme qui donc après se charge de faire le... Il y a des opérateurs et des opératrices derrière qui analysent manuellement les posts et puis qui décident de leur suppression ou non. Mais c'est un travail, je trouve, qui reste encore très compliqué et puis qui est amené à bouger en permanence. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, ce sera plus valable demain. Il y aura de nouvelles adaptations, de nouveaux ajustements, de nouvelles tactiques de détournement. Et donc, c'est extrêmement mouvant, en fait. Il faut rester, pour rester à jour sur ces sujets, c'est vraiment de la connexion au terrain, à ces terrains numériques un peu en permanence. Il faudrait adapter, en fait, la détection de façon très, très régulière. Merci beaucoup, J'espère que j'ai répondu à la Lorraine, question. pour cette explication. Peut-être une toute dernière question adressée à Lorraine Boudard, Lorraine numéro 2. Finalement, l'humour, c'est un truc de désespéré parce qu'on n'a pas les moyens d'argumenter pour certains ou parce qu'on est dépassé pour d'autres. On terminera oui, je pense qu'il y a toujours un peu là-dessus. de désespoir dans l'humour, enfin du moins la manière dont on le pratique, parce que oui, c'est presque une stratégie de survie face à un désemparement quand on est confronté à... Enfin, je parle de Climax notamment, quand on est confronté à une forme d'inaction politique radicale. Et donc, c'est presque un dernier recours, l'humour, la satire de manière générale. Et c'est notamment un peu le chemin qu'a emprunté le film Don't Look Up aussi, qui a été décrié, mais qui, je pense, a fait connaître le sujet au plus grand nombre et donc à des failles, mais n'empêche que je pense qu'il a fait beaucoup de bien. Et donc oui, je pense que, moi je me reconnais totalement dans ça. Je pense qu'il y a du désespoir et je l'assume. Et je pense que c'est aussi une manière de s'en sortir finalement, que d'en rire, parce que sinon on reste uniquement dans le désespoir et on perd potentiellement sa capacité à se mobiliser. Donc après, c'est quelque chose de très personnel. Je ne peux pas dire que ça marche pour tout le monde. En tout cas, ça marche pour moi. Merci beaucoup. En tout cas, on terminera sur cette petite lueur d'espoir. Je vous remercie infiniment tous les trois et tous les quatre, puisque Lorraine est également avec nous en visio. Et alors, donc, pour justement conclure cette conférence sur le rire, nous avons réservé une petite surprise, histoire de terminer donc sur une note d'humour. Nous sommes donc très, très heureux d'accueillir ce soir ici au Cube un ancien élève du CELSA qui court les comédie clubs depuis 2 ans. Vous le connaissez peut-être déjà.
J'ai nommé Paul Brunstein compare. À toi de jouer, Paul. Bonsoir. Oui, c'est moi la petite surprise, hein, le petit dessert un petit peu sucré à la fin d'un long repas. Et un repas que j'ai beaucoup aimé, hein. Merci beaucoup Inès, Thibaut, Sébastien, Lorraine et Lorraine, parce que non seulement c'était une intervention très intéressante, hein, j'ai pris beaucoup de notes, mais c'était une intervention assez drôle, assez marrante dans les exemples qu'on a pu citer au moins. C'est toujours un défi hein, quand on parle d'humour d'être drôle. Je sais de quoi je parle, j'ai fait un mémoire au CELSA sur le stand-up. Je pense que j'ai jamais écrit quelque chose d'aussi peu drôle. En fait, je l'ai même soutenu auprès de Thierry Devars, que vous avez vu au début de l'émission. Et non seulement j'ai réussi à engranger des théories, mais j'ai réussi à oublier la pratique, ce qui a fait que je suis devenu encore moins drôle. Mais je voudrais quand même remercier vraiment beaucoup le master numérique du CELSA qui m'accueille, qui me permet de faire rire des dizaines et des dizaines de personnes par voie d'écran interposée, de les faire kiffer. J'ai un petit peu l'impression d'être une meuf en bikini sur le chat roulette, quoi. Je voudrais remercier, merci Thibaut, merci Thibaut Grison, qui était un de mes camarades. J'ai été très surpris par son intervention parce que j'ai réussi à comprendre la plupart des choses qu'il dit. C'est quand même pas donné quand on vient du Grippic, hein. C'est quand même les spécialistes pour dire des choses très très compliquées sur des choses très très simples, hein. C'était d'ailleurs, je suis complètement en accord avec Thibaut quand il parle de on ne peut plus rien dire, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'il n'y a que des personnes qui disent on ne peut plus rien dire. En fait, j'ai l'impression de voir Gérard Depardieu au milieu d'un énorme festin comme ça, qui a des grosses cuisses de poulet qui mange et il dit oh, mais il n'y a plus rien à bouffer ici, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est vrai, il y a des gens réellement qui ne peuvent plus rien dire aujourd'hui. Vous avez déjà vu un plateau de télé avec des Ouïghours? Non, eux par exemple, ils peuvent réellement plus rien dire. Sébastien, j'adore le Gorafi, c'est incroyable. Ils arrivent à déceler l'absurdité des médias d'une manière très 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 précise. Mais j'admire de moins en moins le Gorafi parce qu'ils ont de moins en moins de travail à faire en fait, tout simplement. CNews devient la caricature de lui-même. Et c'est simple, je regardais CNews hier et je vois 4 hommes blancs qui discutent et le titre c'est « Islam, la première source d'exclusion en France ». Donc je change, je tombe sur BFM TV et là heureusement le discours démocratique fait que on balance, on nuance et donc je tombe sur un plateau télé, 4 hommes blancs qui discutent le titre c'est « Islam, première source de l'exclusion en France ». Le point d'interrogation est très important. Merci pour la nuance BFM TV. Lorraine avec ses newsletters que j'adore Tech Trash et Climax. Déjà, bravo de faire des newsletters d'humour. C'est quand même assez audacieux comme format. Des newsletters d'humour. Pourquoi pas envoyer des dick pics par fax pendant qu'on y est. On n'est peut-être pas sûr que ça va arriver à la bonne personne ou dans la corbeille. Mais blague à part, moi je trouve ça remarquable, surtout Climax en fait, parce que vous arrivez à compiler toutes les merdes qu'on peut dire en termes de greenwashing pour les marques, et avec ça vous arrivez à faire un bel engrais pour des nouvelles idées, et donc rien que pour ça je vous dis bravo. Et puis Lorraine numéro 2, Lorraine Renaud qui nous a parlé de l'humour djihadiste, qui est quelque chose que je découvre. Je trouve ça dingue à quel point ils ont un humour explosif comme ça, qu'ils arrivent à avoir un sens comme ça de la vanne. Vraiment, je suis impressionné, ça tire à balles réelles. Et je suis rassuré quand même que ce soit des gens qui ont un sens de l'humour après tout. Je voudrais finir cette petite capsule en vous faisant une invitation à vous derrière vos écrans. Si vous voulez rire, mais quand je dis rire, je ne parle pas de comme ça, avec quelques soupirements de nez. Je parle vraiment de rire avec la gorge. Si vous voulez rire dans un endroit avec des gens, si vous voulez vivre une vraie expérience de rire avec des gens sans avoir peur de se faire censurer par des algorithmes, mais quand même en ayant peur de bider devant des gens réels, si vous voulez vraiment aller dans cet endroit de tous les possibles et du rire ensemble,
venez dans des comedy clubs, venez dans des théâtres pour voir des spectacles d'humour et de spectacles vivants, ou devrais-je dire survivants, parce qu'on a besoin de vous et on veut rire avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Paul. Donc Paul est en plein rodage de son spectacle qui jouera à la rentrée prochaine. Vous pouvez suivre ses actualités sur les réseaux sociaux. Encore un immense merci au Cube et à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la coproduction de cette conférence. Merci à nos intervenants, merci à Lorraine, à Thibaut, à Sébastien, à Lorraine numéro 2 et surtout un immense merci à Inès qui a accepté de nous soutenir en animant ces échanges. Ce soir, on a entendu beaucoup de choses sur l'humour. On a parlé de l'humour subversif, militant. On a parlé aussi des TikTok du ministère, du rire cathartique pour exprimer le désespoir. On a aussi parlé du rire comme le reflet d'une société qui semble elle-même complètement absurde. Et on a aussi parlé de l'humour pour faire un genre de grand cache-cache avec la modération et l'intelligence artificielle. Bref, ces échanges étaient vraiment très riches. Et merci à chacun de vous qui a participé à cette conférence. On voudrait également remercier nos tuteurs qui nous ont accompagnés tout le long de ce travail. Donc, merci beaucoup à Camille, Erwan, Julia et Samuel. On voudrait aussi vous remercier chacun qui a été présent ce soir. Et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine conférence MISC. Et pour patienter, notre conférence sera disponible en replay sur différentes plateformes, sur le site du Cube également. Et vous pourrez également retrouver les précédentes éditions des conférences MISC. Encore un grand merci à chacun et à l'année prochaine.